La Recording Academy est l'organisme qui décerne les Grammy Awards, à la manière du prix Nobel pour les scientifiques, du prix Goncourt pour les écrivains ou du Ballon d'Or pour les footballeurs. Les Grammy sont la plus haute distinction qu'un musicien peut recevoir. En janvier 2020, la PDG est virée 10 jours avant la cérémonie parce qu'elle dépose une plainte de 44 pages qui accuse l'institution de conflit d'intérêts, de manipulation des nominations et d'abus de pouvoir. En gros, elle dit clairement qu'un Grammy ne se gagne pas, mais il s'achète. La Recording Academy répond alors qu'un Grammy est une récompense par les pairs, que les votes ne s'achètent pas et que le système est honnête. Salut tout le monde, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Oussel, j'analyse les stratégies et les mécanismes de pouvoir dans la culture, et aujourd'hui, on va s'intéresser au cas des Grammy. Est-ce qu'un Grammy s'achète vraiment? Est-ce que la récompense la plus estimée de l'industrie musicale ne serait finalement qu'un virement de la part du plus offrant? Pour commencer, il faut d'abord comprendre ce que le Grammy vaut vraiment, pas symboliquement mais concrètement, en argent. L'exemple récent le plus parlant, c'est celui de Billie Eilish. Elle sort son premier album en 2019, il est vraiment bien reçu, elle a une base de fans solide, mais elle reste une artiste de niche aux yeux de l'industrie. En janvier 2020, elle remporte les 5 Grammy les plus importants de la soirée, dont l'album de l'année, la chanson de l'année et le meilleur nouvel artiste. En une nuit, le grand public découvre qui elle est. Dans les semaines qui suivent, ses streams explosent et ses cachets de concert sont multipliés par 10. Il faut comprendre qu'un Grammy change la statue d'un artiste de façon immédiate et durable. Les contrats qui permettent d'utiliser une chanson, par exemple dans un film, une publicité ou une série, se négocient à des tarifs incomparables pour un lauréat. Les festivals ajustent la position d'un artiste dans leur affiche et tous les partenariats de marque, les contrats de distribution, tout se renégocie après un Grammy. Donc concrètement, le simple fait de remporter un Grammy peut rapporter indirectement des centaines de milliers, voire des millions de dollars. Mais du coup, comment ça marche? La Recording Academy compte environ 13 000 membres votants. Ce sont des professionnels de la musique, donc des artistes, producteurs, ingénieurs du son, auteurs-compositeurs. Chaque année, l'Académie reçoit plus de 20 000 soumissions dans 94 catégories différentes. Le processus officiel se déroule en 2 tours et ça ressemble un peu au système de la Coupe du Monde de foot. Je donne cet exemple parce que on est en plein dedans au moment où j'enregistre cette vidéo. Premier tour, c'est un peu comme la phase de qualification. Les membres votent pour leurs favoris, en ressort une petite partie qui feront donc partie des nominés. Et puis donc deuxième tour, une fois les nominés annoncés, les membres votent à nouveau pour désigner les gagnants. Sur le papier, ce sont les professionnels qui jugent le travail de leurs collègues et vu de l'extérieur, ça paraît tout à fait juste. Mais le problème commence ici. Si t'as été attentif, t'as compris qu'il y a déjà un truc qui cloche. L'Académie reçoit plus de 20 000 soumissions. Les 13 000 membres ne peuvent pas physiquement, humainement, écouter tout ce qui est soumis. Ils votent alors avec ce qu'ils connaissent. Et ce qu'ils connaissent, c'est ce qu'on leur a mis sous les yeux. C'est là que les campagnes de considération rentrent dans la partie. Les campagnes FYC, donc For Your Consideration, donc littéralement pour votre considération, c'est le nom que l'industrie a donné à la pratique qui consiste à rappeler activement aux votants qu'un artiste existe, qu'il mérite leur attention et qu'il serait dommage de l'oublier au moment du vote. Concrètement, ça va être des publicités pleine page dans Billboard et Variety, les 2 bibles de l'industrie que tous les professionnels lisent. Ça peut être des emails ciblés aux membres votants, ça peut être des sessions d'écoute privée dans des studios de luxe avec la présentation de l'artiste et des showcases exclusifs, bref en gros se montrer aux yeux des juges quoi. L'exemple le plus connu de campagne de considération, c'est Camila Cabello en 2019. Elle avait loué un énorme panneau d'affichage sur une autoroute de Los Angeles avec sa photo et les mots « For your Grammy consideration ». Coût de l'opération, 15 000 $ par mois. Quelques semaines plus tard, elle remportera 2 Grammy. Et ce n'est pas un cas isolé, je dirais même que c'est la norme. John Fleckenstein, en plus d'avoir un nom de méchant dans les films, c'est un président de maison de disques. Et il a déclaré qu'il décide dès la signature d'un artiste si les Grammys feront partie de sa trajectoire. Ce n'est pas une réflexion après coup, mais c'est une ligne dans le plan stratégique dès le premier jour du contrat d'un artiste. Alors je sais pas si vous étiez au courant de ces campagnes de considération, moi j'étais assez abasourdi en faisant mes recherches pour cette vidéo. Et la première chose que je me suis dit, c'est que l'Académie ne doit pas être dupe. Il doit forcément y avoir des règles pour réguler tout ça. Et c'est le cas.
Officiellement, ces règles sont dans un document de 76 pages qui détaille tout. Les votants ne doivent pas être influencés par des amitiés personnelles, des loyautés envers un label, des préférences ou la popularité commerciale. Les membres affiliés à un même label qui se coordonnent pour voter ensemble sont interdits, et accepter de l'argent ou un avantage en échange d'un vote est explicitement interdit également. Donc ce sont quand même des règles claires et des interdictions précises, mais en vérité, il n'existe aucun mécanisme de contrôle. Il n'y a eu aucune sanction connue, aucune procédure de vérification externe, les votants signent une déclaration sur l'honneur, c'est tout. Donc bon, perso, si je peux me prendre un petit chèque, crois-moi que ta déclaration sur l'honneur mensongère, je vais te la signer sans aucune vergogne. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, les campagnes de considération sont légales. L'Académie les autorise, elle publie même un guide de bonnes pratiques pour les encadrer. Ces campagnes ont pour objectif de créer une familiarité avec un artiste dans l'esprit des votants. Aux yeux de l'Académie, ce genre de campagne accentue la découverte mais n'influence pas les votes. On peut en douter. Bon, on a parlé des infos officielles, maintenant rentrons dans les petits papiers et les petites cachotteries. Et c'est là que Deborah Degan entre en scène. Deborah était donc la PDG de la Recording Academy, et elle dépose sa plainte de 44 pages en janvier 2020, où elle parle de ce qu'elle a vécu depuis l'intérieur. Elle décrit 3 petites cachotteries principales que je vais vous détailler. De 1, certains votants représentent personnellement des artistes. Autrement dit, les gens qui décident qui est nominé ont un intérêt financier direct dans le résultat. En gros, les mecs ont des doubles casquettes qui leur permettraient de faire pencher les nominations en leur faveur. Bon, déjà, ça c'est pas foufou en termes de transparence, c'est l'exemple de base du conflit d'intérêts. De 2, le producteur de la cérémonie télévisée, un certain Ken Elric, influencerait directement les nominations. En gros, lorsqu'un artiste est nominé, il a de fortes chances de performer pendant la cérémonie. Le conseil manipulerait donc le procès de nomination pour s'assurer que certaines chansons soient nominées si le producteur veut qu'un artiste performe pendant le show. La nomination à un Grammy devient un outil de programmation télévisée. On nomine l'artiste pour pouvoir l'avoir sur la scène le soir de la cérémonie. Et de 3, celui-là c'est le plus grave, lors d'une cérémonie récente, 30 artistes qui n'avaient pas été sélectionnés par les 13 000 membres auraient été ajoutés à la liste des nominations de nulle part. Et dans au moins un cas documenté dans la plainte, un artiste siégeait lui-même dans le comité de vote de la catégorie pour laquelle il était en lice. Le mec vote pour lui-même. On dirait qu'on est en train d'élire un délégué de classe de 6ème alors qu'il y a littéralement des dizaines de millions de dollars en jeu. C'est n'importe quoi. Mais du coup, voilà les 3 points principaux du procès. Deborah voulait un procès public pour pouvoir tout exposer devant des audiences ouvertes. L'Académie de son côté a évidemment voulu garder la procédure privée. Puis, désolé de vous l'annoncer, mais en janvier 2021, avant même que le procès ne commence, les 2 parties trouvent un accord. Le communiqué est simple et limpide. La Recording Academy et Deborah Degan ont convenu de résoudre leurs différends et de garder les termes de leur accord privé. Plusieurs sources disent que Degan avait initialement demandé 22 millions de dollars. L'Académie aurait proposé 8 millions, le montant final, lui, reste confidentiel. C'est tout. On n'a aucune info de plus concernant le procès. C'est hyper frustrant et malheureusement, j'ai l'impression que l'argent a acheté le silence parce que, si je résume bien, la directrice de l'Académie ouvre un procès parce qu'il y a des choses louches qui se passent et l'Académie a préféré payer. À partir de là, une sorte de résistance va se former. Et en tête de meute, il n'y a pas n'importe qui, mais tout simplement l'artiste le plus écouté du monde, The Weeknd. À ce moment-là, son album After Hours venait de sortir et il contenait le morceau Blinding Lights, un single incroyable, le plus streamé de l'histoire, numéro 1 dans plus de 30 pays, top 1 pendant 57 semaines consécutives, bref, évidemment The Weeknd méritait au moins une nomination. Sauf que quand les nominations des Grammy 2021 sont annoncées, son nom n'apparaît dans aucune catégorie. The Weeknd déclara alors « Les Grammy restent corrompus. Vous me devez à moi, à mes fans et à l'industrie de la transparence. À cause des comités secrets, je n'autoriserai plus mon label à soumettre ma musique aux Grammy. Les comités secrets. » On dirait une phrase de complotiste avec des reptiliens, sauf que ça existe bel et bien. Alors accrochez-vous parce que ça n'a absolument aucun sens. En parallèle du vote des 13 000 membres votants officiels, il y a aussi des groupes d'experts anonymes qui peuvent revoir, modifier, ajouter ou supprimer des nominations issues du vote général. Personne ne sait qui ils sont, ni les artistes, ni les membres du jury, ni le public. Leur identité n'est connue que de l'Académie. On marche totalement sur la tête. Déjà que les votants officiels ont des conflits d'intérêts, j'apprends également qu'il y a des groupes secrets de personnes qui ont encore plus de pouvoir que les votants officiels. Ça n'a
absolument aucun sens. Et à partir de là, le public va être hyper critique. On est en 2021 et la combinaison procès de Barbara plus révélation des comités secrets, les Grammy sont sur le point de perdre toute leur reconnaissance. L'Académie sent le bourbier et la sauce arriver, alors ils vont très intelligemment annoncer la suppression de ces comités secrets. Bon, on va pas se mentir, entre ce qui est dit et la réalité des choses, on peut avoir des doutes. Et puis, même si ces comités secrets ont vraiment été supprimés, ça ne supprime pas les campagnes de considération. Ça ne supprime pas le fait qu'un artiste indépendant est en compétition directe avec un label qui investit des centaines de milliers de dollars pour mettre son artiste sous les yeux des votants. Une fois que tout ça c'est dit, on peut revenir à la question principale de cette vidéo. Est-ce qu'on peut acheter un Grammy ? La réponse est non. Il n'existe pas de transaction directe. Personne ne peut appeler un votant et lui proposer de l'argent contre sa voix. Mais en revanche, on peut dépenser 15 000 $ par mois pour que ton visage soit sur les autoroutes de Los Angeles pendant que les votants font leur trajet. On peut organiser des dizaines d'écoutes privées dans des studios haut de gamme pour que des professionnels associent ton nom à une expérience positive. On peut acheter des pages entières dans les magazines que ces mêmes professionnels lisent tous les jours pendant 6 mois. Tout ça, c'est légal, tout ça, c'est autorisé, tout ça... Ça coûte de l'argent, donc techniquement on ne peut pas acheter un Grammy, mais on peut fortement l'influencer avec l'argent, ça revient un peu au même. Mais du coup, est-ce qu'il existe une alternative réelle à ce système ? Parce que, à y regarder de plus près, les campagnes de considération ne sont pas une anomalie propre au Grammy. Elles sont la version musicale d'un mécanisme universel. Dans une élection présidentielle, celui qui se montre le plus a statistiquement plus de chances de gagner. Et si on regarde ce qui existe ailleurs dans la culture, les alternatives ont leurs propres problèmes. Le prix Goncourt en littérature fonctionne avec un jury indépendant qui change chaque année, sans vote populaire, sans campagne officielle, mais il est lui aussi accusé de favoriser certains styles, certaines maisons d'édition, certains réseaux, ce qui m'amène à une conclusion un peu inconfortable. Peut-être que le problème ne vient pas uniquement des Grammy. Peut-être que n'importe quelle récompense culturelle à grande échelle avec de l'argent en jeu, des carrières sur la table et une industrie qui gravite autour, finit par développer les mêmes dérives. Le jury indépendant n'échappe pas au réseau, le vote populaire n'échappe pas aux algorithmes, et le système par les pairs n'échappe pas aux campagnes. Et la dernière pièce du puzzle, c'est que l'Académie elle-même bénéficie de ce système. Plus les labels investissent dans des campagnes de considération, plus la cérémonie des Grammy a de la valeur comme événement médiatique. Plus la cérémonie a de valeur, plus les artistes veulent un Grammy, plus les artistes veulent un Grammy, plus les labels investissent, le système se nourrit de lui-même. Et tout le monde dans l'industrie a une bonne raison de ne pas casser cette boucle. Merci d'avoir regardé cette vidéo, dis-moi ce que t'en penses en commentaire, ça m'intéresse. Il y a du très sale qui arrive sur cette chaîne, alors préparez-vous, parce que la chaîne Oussel va prendre une toute autre dimension. Je te dis à la prochaine, salut.